Merci d'être fidèle au Club des Ex, parce que après 5 ans et demi, si je suis encore à l'antenne, et mes collègues également, c'est parce qu'il y a pas mal de monde qui ont fini par prendre l'habitude de nous écouter à l'heure du midi et trouver à la fois du plaisir, je pense, matière à réflexion pour faire en sorte que du Club des Esprits jaillisse un peu de lumière dans leur esprit. De temps en temps, c'est effervescent, vous en êtes témoin. De temps en temps, un ou l'autre vous tape sur les nerfs. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pour qui, mais une ou l'autre, ou un ou l'autre. Il y a 2 mâles, 2 filles, mais en tout cas. Alors, c'est une expérience assez unique. Je ne pensais pas, il y a 6 ans maintenant, ça va faire 6 ans que j'ai quitté l'Assemblée nationale, et j'aurais ce défi-là. Je me rappelle que j'avais demandé à Claude Charon, penses-tu que je pourrais faire un peu ce que tu as fait, tourner pas juste dans les médias, mais peut-être à la télévision, tout ça, les jours, tout ça, trop marqué. J'ai oublié un peu la sienne, sa carrière, mais en tout cas. Et puis, finalement, pas longtemps après, au mois de février 2007, on m'a demandé de faire cette équipe-là. C'était pas le Club des Ex au début, ça s'appelait la confrontation, pour la confrontation électorale de 2007, ça devait durer juste le temps des élections de 2007. Mais les codes d'écoute à RDI ont monté en flèche et puis le monde aimait ça. Fait que là, ils nous ont proposé de faire un essai jusqu'au mois de juin. Après ça, ils nous ont donné un contrat pour une autre année. Puis finalement, on est à je ne sais pas combien de contrats, mais là, on devrait être bon encore au moins jusqu'au mois de juin 2013. Puis si la tendance se maintient et la conjoncture politique est bonne, à moins qu'on décide de nous remplacer ou de changer la formule, on sera peut-être encore un certain bout. Alors, c'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui. Et je vais bien sûr vous parler un peu de choses sur lesquelles je suis appelé à commenter souvent, mais sur lesquelles j'ai réfléchi un petit peu aussi, à la fois comme président de l'Assemblée, comme député, puis comme ministre de la réforme des institutions démocratiques. Alors, on va y aller et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais je vais essayer de mettre la table malgré tout pour une discussion. Ce qui est intéressant dans ce genre d'occasion-là, c'est pas juste que le conférencier lance des idées, mais c'est qu'il y a une dynamique interactive. Alors, moi, j'aime mieux qu'on se parle directement que par Twitter. Tu sais, je suis pas de la génération des Twitter. J'aime ça même. C'est un peu ma mère âge, mais on m'a éloigné pour vivre avec ça aujourd'hui. Alors, si on regarde d'abord si on parle des résultats du 4 septembre, regardons juste un peu ce que ça a été, les résultats. On va mettre ça un peu à l'esprit. Le Parti québécois a gagné le résultat de l'élection avec 53 sièges et 31,9% du vote, donc à peu près 32% de l'appui populaire, mais ça lui a donné 43% des sièges à l'Assemblée nationale. Pas assez pour être majoritaire, mais malgré tout, comme il est en avance sur les autres, de pas beaucoup, dans un cas, ça lui donne la possibilité de former un gouvernement majoritaire. Le Parti libéral, lui, a eu 51 sièges, avec 31,2%. Donc, quand on calcule, il est plus proche du 31 que du 32, donc à peu près 1% de différence. Et il y a 40% des sièges à l'Assemblée nationale avec ça. La coalition pour l'avenir du Québec ont eu 19 sièges et pourtant 27% du résultat populaire, ce qui leur donne 15,4% des sièges à l'Assemblée nationale. Et Québec solidaire a eu 2 sièges avec 6% de l'appui populaire, ça leur donne à peu près 1,6% des sièges à l'Assemblée. En fait, 1,6 puis 125, c'est un peu compliqué à vérifier, mais ils sont en fait 2 sièges. Et Option nationale, ils n'ont aucun siège, ils ont eu presque 2% de l'appui populaire et ils n'ont aucun siège, donc le pourcentage des sièges, c'est nécessairement zéro. En fait, depuis 1960, depuis l'élection de 1960, il semble que c'est l'élection où ça a été le plus serré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ancien du devoir comme moi, qui est un militant pour la réforme des institutions démocratiques, en particulier pour le mode de scrutin, Paul Clich, qui a écrit un petit texte l'autre jour qu'il m'a envoyé. Je pense qu'il a envoyé un certain nombre. Bon, c'est vrai que c'est un militant de Québec solidaire, mais ça reste que c'est
quelqu'un qui a fouillé beaucoup ces questions-là, et qui finalement nous disait que c'est 7571 votes distribués dans 12 circonscriptions qui ont joué le sort, qui a fait en sorte que le sort s'est scellé de cette façon-là le 4 septembre dernier. 7561 votes dans 12 circonscriptions. En fait, quand on regarde ça, on se dit que le PQ n'est pas majoritaire parce que dans 9 circonscriptions, finalement, la partie s'est jouée à la fois aux mains des libéraux et des caquistes avec finalement une différence de 5784 votes. Les libéraux auraient pu être un gouvernement minoritaire et avec un peu moins de voix que le PQ si dans 4 circonscriptions, quelques 3200 voix avaient juste été distribuées différemment. Pas beaucoup, ça. Donc ça, c'est un jeu de la situation. Si on regarde aussi dans le dernier bulletin du mouvement Démocratie Nouvelle, on se rend compte que la volonté populaire n'a été respectée dans aucune région du Québec. Aucune. Et a même été renversée dans 2 régions, c'est-à-dire dans Chaudière-Appalaches et dans l'Estrie. Qu'est-ce que ça veut dire, pas respecter? Ça veut dire que finalement, on peut se retrouver dans des milieux ou dans des régions où c'est un parti qui a raflé tous les sièges, alors que dans le fond, quand on regarde la distribution du vote populaire, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus... pas nécessairement équilibré, mais on voit que l'opinion publique s'est partagée. C'est pas partagé dans le nombre de sièges à cause de notre système électoral, mais c'est partagé dans l'expression de la volonté populaire. Et quand on regarde ça, on devrait avoir à l'esprit les déclarations des 2 personnages politiques les plus influents de notre histoire. René Lévesque et Louis-Joseph Papineau. On vient de souligner cette semaine les 25 ans de la mort de René Lévesque. Qu'est-ce que René Lévesque a dit à plusieurs reprises sur le mode de scrutin que nous avons, qui est un héritage du colonialisme britannique? Il dit que c'est un mode de scrutin démocratiquement infecté. Et Louis-Joseph Papineau, dont on a érigé une statue à Saint-Denis-sur-Richelieu il y a à peine 2 semaines, j'étais là avec beaucoup d'autres et j'ai eu l'honneur de recevoir le prix Louis-Joseph Papineau cette année pour le Rassemblement pour un pays souverain. Semble-t-il pour l'ensemble de mon œuvre démocratique, je ne sais pas trop quoi, de politique, mais Louis-Joseph Papineau avait dit dans son testament politique, c'est-à-dire un discours assez marqué à l'Institut canadien en 1864, juste avant l'acte d'Amérique du Nord britannique, il n'y a pas de gouvernement légitime autrement qu'un gouvernement qui repose sur la majorité du peuple. C'est la règle de la majorité en démocratie. Et là, on est dans une situation où un gouvernement est au pouvoir, même si on peut être sympathique avec ce gouvernement-là, avec moins de 34% d'appui populaire. Ça veut dire que la majorité des citoyens ont voté contre le PQ. C'était vrai aussi pour les libéraux avant, et ça a été en général, à quelques exceptions près dans notre histoire, toujours vrai. C'est-à-dire que rarement des partis ont pris le pouvoir avec le système électoral avec une majorité populaire. Et ça pose le problème. Est-ce qu'on trouve légitime que des partis prennent le pouvoir avec une minorité de l'appui populaire et qu'en plus, s'ils sont majoritaires, utilisent la majorité parlementaire pour imposer à une majorité leur volonté ou leur conception du bien commun? C'est clair que quand on est du bon bord, puis on aime bien ça, hein, puis on est à la Société Saint-Jean-Baptiste, je sais qu'on me le dit qu'il n'y a pas juste des indépendantistes dans la Société Saint-Jean-Baptiste ici dans la région, mais disons que je présume qu'il y en a une majorité. Ils ont fait une hypothèse. Une hypothèse. Je m'excuse pour les fédéralistes qui sont dans la salle, mais c'est une hypothèse. Alors, bon, vous auriez aimé à ce que le PQ soit majoritaire. Puis, entre vous et moi j'aurais aussi aimé ça. Et je suis devenu député à chaque fois quand du côté gouvernemental, parce que j'ai été élu 6 fois député, mais 4 fois du côté gouvernemental, en 76, 81, 94 et 98.
À chaque fois, le PQ a pris le pouvoir avec une minorité de la plus populaire. Une fois, après le référendum de 80 en 81, on a failli avoir, avec René Lévesque, la majorité absolue. On était à 49,4. Presque à peu près le résultat qu'on a eu au référendum de 95. Un peu plus. Et à quelques reprises, j'ai été élu député avec une majorité absolue. C'est-à-dire, j'avais une majorité des citoyens de mon comté. À d'autres occasions, j'ai été élu avec... en général, c'était pas pire, j'avais en haut de 45% ou 40%, mais n'en demeure pas moins que j'ai pas toujours eu la majorité, et que donc, à des moments donnés, j'ai représenté le comté en sachant très bien qu'une majorité de gens qui avaient voté contre moi. Et je ne devais pas l'oublier, ça. Et donc, ça, c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Parce que la démocratie, c'est, dans une société, pour moi, une espèce de recherche de faire en sorte que un peu tout le monde se sente à l'aise avec la direction qu'un gouvernement prend, même si tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est l'idéal démocratique. La plupart des sociétés modernes, même depuis assez longtemps, la plupart des systèmes politiques sont construits sur l'idée de la confrontation. Donc, dans un choc d'idées, jaillit la lumière, on essaie de dégager une majorité. Mais avec le système parlementaire britannique, on essaie de dégager une majorité parlementaire. Et encore une fois, la majorité parlementaire s'appuie, dans notre cas, en tout cas pour nous, rarement sur une majorité populaire. Dans d'autres systèmes politiques, on veut avoir une majorité populaire pour légitimer l'exercice du pouvoir. En France, c'est ça. Par exemple, un président, il doit être élu avec une majorité absolue du suffrage populaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 tours. Aux États-Unis, la dynamique fait qu'en général, un président est élu par une majorité, mais pas toujours à cause du système, c'est bien compliqué, des grands électeurs. On pourrait se retrouver avec Obama, qui prendrait le pouvoir parce qu'il gagnerait dans les États clés qui donnent beaucoup de grands électeurs, qui finalement choisissent le président, mais qui pourrait arriver 2e dans le suffrage populaire. Ce qui était le cas de Bush par rapport à, je pense que c'était en Floride, il y a quelques années, il avait pris le pouvoir alors que dans le fond, il était arrivé 2e par rapport, je pense que c'était Al Gore. Alors, donc, le système américain est intéressant, mais à mon avis, le système français est plus démocratique, parce que le système français fait en sorte que le président qui assume l'exercice du pouvoir exécutif est élu par la majorité du peuple. Donc, quand on pense à une réforme du mode de scrutin, parce que, bon, on va parler des éléments d'une réforme des institutions démocratiques, il y en a plusieurs, mais c'est clair que le premier, ou le morceau le plus gros, ou un des 2 morceaux les plus gros, quand on parle d'une réforme des institutions démocratiques, c'est évidemment le mode de scrutin. Mais c'est lié aussi au système politique qu'on choisirait. Par exemple, une chose qui est très populaire, au PQ, Québec solidaire, l'Action démocratique dans le temps, je ne sais pas si la coalition à venir pour l'avenir du Québec a endossé cette idée-là, les libéraux non, c'est d'avoir un premier ministre qui est élu au suffrage universel. Finalement, d'avoir une espèce de système présidentiel qui séparerait l'élection du chef du gouvernement, donc du pouvoir exécutif, par rapport à l'élection des gens qui siègent à l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif. Incidemment, on a ce système-là au Québec, dans les municipalités. Les maires sont élus au suffrage universel. Et c'est drôle, c'est l'Assemblée nationale qui a imposé cette règle-là. L'Assemblée nationale a dit que c'est un maire, pour qu'il soit légitime, ben, il faut que finalement l'ensemble de la population ait voté pour lui. Et nous, au Québec, on a un premier ministre ou une première ministre qui est élu par les gens d'un seul comté, comme si un maire était élu par les gens d'un seul quartier. Et s'ils sont partis prendre le pouvoir, ou si elle arrive premier, ou s'il arrive premier, elle peut exercer le pouvoir. Mais est-ce qu'on trouverait ça normal que le maire Tremblay à Montréal soit élu juste par les gens du quartier, je ne sais pas moi, Outremont, on trouverait que c'est absolument illégitime. Est-ce que le maire de Trois-Rivières, on le trouverait légitime s'il avait été élu juste par les gens, je ne sais pas, le Cap de la Madeleine dans quel coin il est, là? On ne trouverait pas ça légitime. Pourtant, on trouve que c'est... En fait, on trouve encore que
c'est légitime d'avoir un chef de gouvernement qui est élu non seulement par une minorité de la population, mais est élu par les gens d'un seul coin du Québec, donc par une seule circonscription. Alors c'est clair que si on adoptait cette idée d'un chef de gouvernement, de la séparation des pouvoirs, ce qu'on n'a pas dans notre système politique, on n'a pas une véritable séparation des pouvoirs. Les Américains ont compris ça. Les Américains ont bâti leur système face à l'oligarchie puis à l'absolutisme monarchique britannique et ont décidé qu'il y aurait une république qui serait une séparation des pouvoirs où il y aurait une espèce de dynamique compétitive et de contre-pouvoir qui pourrait se neutraliser ou se compléter à l'occasion et parfois annuler les effets pervers d'un ou de l'autre dans le fait qu'on sépare totalement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Ce qui fait qu'une élection présidentielle est une élection pour les députés et les sénateurs qui est différente. En France, on a essayé d'avoir un système qui était une combinaison des deux. Mais on a consacré malgré tout l'idée d'une séparation des pouvoirs. Non seulement c'est le président qui, à l'élection du président, où on légitime le pouvoir exécutif, c'est le président qui choisit le premier ministre. Il le choisit en général parmi les membres de l'Assemblée. Et les ministres sont choisis par le premier ministre parmi les membres de l'Assemblée. Mais quand ils deviennent membres du gouvernement, ils démissionnent de l'Assemblée. Ils ne sont plus députés. Pour justement consacrer la séparation des pouvoirs très clairement. Puis, bon, il y a des substituts. En général, quand on vote pour un député en France, il y a un substitut. Ici, on passe sa job de ministre. En principe, on peut récupérer sa job de député à condition que le substitut le veuille. Il y en a qui ont aimé ça, être député, puis qui sont dévoués, puis qui ont dit non, 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 non. Fait que là, ben, il y a des ministres qui se retrouvent plus députés. Mais en général, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils sont maires, puis qu'ils sont conseillers généraux, fait qu'ils ont bien des titres qui peuvent compenser leur plaisir à faire de la politique ou leur plaisir à avoir ou exercer du pouvoir. Donc, c'est clair que si on voulait avoir un système au Québec où on aurait un chef de gouvernement qui serait élu au suffrage universel, on aurait à ce moment-là deux types d'élections. Et là, la question, c'est que si on avait deux types d'élections, je crois que la meilleure approche pour le premier ministre, ce serait d'avoir un système de vote qui serait semblable aux Français, plutôt que d'avoir actuellement, comme c'est le cas, un maire qui est élu au suffrage universel, mais c'est celui qui remporte le plus de voix, pas nécessairement celui qui a la majorité absolue. On pourrait décider que c'est ça, mais ce qui serait beaucoup plus fort et qui donnerait plus de légitimité, c'est qu'il y ait une majorité absolue de citoyens qui, finalement, même si c'était au deuxième choix, finissent par lui donner cette légitimité-là. Maintenant, les députés. Alors, si on adopte ce système-là, il y a une autre question qui va devoir se poser, c'est est-ce que les membres du gouvernement viendraient, comme en France, de l'Assemblée, ou s'ils seraient choisis, comme aux États-Unis, parmi des citoyens qui ont une expertise ou qui ont la confiance du chef du gouvernement, puis qui, finalement, peuvent répondre ou pas, parce que aux États-Unis, les ministres répondent au Parlement, pas lors d'une période de questions, mais répondent au Parlement dans des commissions parlementaires, soit la Chambre des représentants, soit du Sénat. Alors, il y a une façon de répondre. Ils ne sont pas au-dessus du Parlement, mais ils ne répondent pas à une période de questions. Entre vous et moi, c'est pas une mauvaise chose, parce que la période de questions, c'est, à mon avis, quelque chose qui, plus souvent qu'autrement, dévalue l'institution politique et la vie parlementaire. C'est plus un cirque. Alors, moi, j'ai déjà plaidé à plusieurs reprises publiquement, il y a peut-être un an ou deux, dans un texte que j'avais écrit pour l'actualité, en disant qu'on devrait abolir la période de questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire. Ce qui veut dire, c'est qu'on aurait pu, cette espèce de spectacle médiatique, les seuls qui aiment ça, dans le fond, c'est les journalistes. Parce que finalement, ils sont comme des chroniqueurs sportifs, ils aiment ça avoir un bon match, pouvoir le commenter, l'analyser, puis même donner des points à la fin de la saison. Tu sais, Michel David, dans le droit, c'est ce qui fait même des points. Alors, mais au-delà de ça, ça aide pas. Ça veut dire que choisir des députés en séparant le pouvoir,
ça fait en sorte que si on choisit de pas de faire en sorte que les ministres ne soient pas membres de l'Assemblée, il y aurait malgré tout la possibilité qu'il y ait un contrôle parlementaire. On pourrait utiliser l'approche française et là faire en sorte que les ministres quittent l'Assemblée. Si on veut respecter le principe de la séparation, on pourrait aussi décider que les membres du gouvernement sont choisis parmi la députation et ils restent députés. Moi, si j'avais à choisir, je prendrais le système français à cet égard-là. Je préfère que les ministres, qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Une fois qu'on a réglé ça, on peut faire ça avant, ou on peut décider que pour la priorité, ça serait de s'occuper d'abord des élections législatives et qu'on garde un système où le gouvernement est l'émanation de l'élection législative, comme c'est le cas actuellement. Et là, bien, se pose la question si on pense que le système parlementaire, le système électoral britannique uninominal à un tour est démocratiquement fait, comme René Lévesque le disait, bon, mais quel système par lequel on le remplacerait? Et moi, je suis un partisan depuis longtemps, comme René Lévesque l'était, comme beaucoup de gens le sont, du mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Ça a l'air compliqué, c'est pas très compliqué. C'est drôle, c'est le système démocratique que les Alliés ont imposé aux Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Hein? C'est le système qui fait que les Allemands ont un mode de scrutin mixte. Ça veut dire la moitié des députés sont choisis comme nous les choisissons actuellement par le système britannique. Donc, uninominal à un tour. Et puis la deuxième partie des députés, l'autre moitié est choisie en fonction de la proportion des appuis populaires donnés à chacun des partis. Là, tu peux avoir soit une liste nationale ou tu peux avoir des listes régionales. Des listes régionales, ça veut dire que tu aurais des grandes circonscriptions régionales, tu auras une quinzaine de circonscriptions régionales, puis dans chacune, les partis présentent une liste de candidats pour chacune des circonscriptions. Ou tu peux avoir une liste nationale, les partis présentent, en fonction du nombre de sièges, une liste pour l'ensemble du Québec. Puis bon. Mais dans un cas ou l'autre, c'est mixte justement parce qu'on mixe les deux systèmes. Compensatoire, c'est parce que la dynamique de l'introduction de la mixité, donc d'une dimension proportionnelle, compense les effets de distorsion du système uninominal à un tour. Qui fait que, aux dernières élections, le Parti libéral aurait pu prendre le pouvoir avec moins de voix, un peu moins de voix que le PQ, et faire ce que le PQ lui a fait en 98 avec Lucien Bouchard, c'est-à-dire prendre le pouvoir avec 35 000 voix de moins que les libéraux de Jean Charest. Ou faire ce que Daniel Johnson a fait à Jean Lesage, c'est de prendre le pouvoir avec moins de voix que l'Union nationale, et pourtant l'Union nationale a eu plus de sièges. C'est arrivé donc à quelques reprises dans l'histoire du Québec. C'est aussi arrivé à quelques reprises que des partis, tiers partis, se sont retrouvés avec une faible représentation. On le voit avec la CAQ actuellement. On l'a vu avec l'Action démocratique, on l'a vu avec le Parti québécois au début des années 70. En 70, le PQ a eu 7 députés avec 23% d'appui populaire, et 3 ans plus tard, 30 ou 31% d'appui populaire, puis un député de moins, 6 députés. Et donc, et là, c'est drôle, quand on était dans l'opposition, et ou quand on était les victimes du système, là, on était partisans d'un changement du mode de scrutin. Puis à chaque fois qu'on s'est retrouvé au pouvoir, ben là, tout à coup, notre idée changeait. Ça a été vrai pour le PQ, ça a été vrai pour les libéraux qui, les deux, avaient promis en 2003, après l'exercice que j'avais présidé de la réforme des institutions démocratiques, puis les États généraux à qui j'avais confié la responsabilité à Claude Belland. Claude Belland était le président du comité directeur des États généraux. Bon, en fait, il avait parcouru le Québec, consulté les citoyens. Après ça, il y a eu les États généraux à Québec, au centre des congrès. Et il y avait eu des conclusions. Et une des conclusions, c'était qu'on devait adopter un nouveau mode de scrutin de type proportionnel. Et moi, je me suis retrouvé au Conseil des ministres. Je parle pour moi, là, je ne donne pas des secrets, mais je l'ai déjà dit dans mon autobiographie, rapidement pas poursuivi. Je ne devais pas plus. Je ne pense pas que j'ai brisé mon serment. Je n'ai pas dit qui avait voté contre, mais je veux vous dire que finalement, tout à coup, là, après avoir fait 1 an d'exercice
pour impliquer les citoyens, puis pour embarquer dans ce processus de changement puis de réforme, là, je me retrouve avec une résistance de la majorité de mes collègues au Conseil des ministres. Là, on s'en allait en élection quelques semaines après. Et là, je leur ai dit, j'ai mis ma démission sur la table. Je dis, c'est pas vrai que j'ai fait le tour du Québec pour que vous vous écrasiez, puis qu'on s'écrase, puis que les conclusions du rapport du comité directeur ne soient pas respectées. Puis comme ils ne voulaient pas avoir de démission pour commencer des élections, puis comme, en général, je suis capable de parler un peu, fait que finalement, on a fait des engagements électoraux, puis on a promis qu'on mettrait en œuvre les conclusions des États généraux. Puis même Bernard Landry, qui était premier ministre, avait dit, il avait fait cette promesse extraordinaire. Écoutez, ça va être les dernières élections avec le mode de scrutin actuel. Et les libéraux, qui étaient des partisans acharnés de la réforme du mode de scrutin, parce qu'ils avaient été victimes des élections d'avant, ils s'étaient fait avoir avec plus de voix que nous, eux autres aussi promettaient que ça serait la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. On a fait presque 10 ans avec les libéraux de Jean Charest, et qu'est-ce qu'on a eu? Une autre commission parlementaire pour reprendre l'exercice des États généraux, un projet de loi, un avis du directeur général des élections, puis finalement le statu quo, puis l'enterrement de la promesse, comme le Parti québécois qui a enterré finalement l'engagement de faire les modifications du mode de scrutin à son dernier congrès. C'est ça. Et puis là, aux élections, on a promis qu'on recommencerait à étudier la question. Et puis, finalement, François Legault, pas meilleur, parce que l'héritage d'Action démocratique, qui était partisans, eux autres aussi, dès le début de la formation du parti, d'un changement du mode de scrutin. C'est drôle, quand Mario Dumont est devenu chef de l'opposition officielle et aspirant premier ministre, il n'en a plus jamais parlé. Et par la suite, quand il a quitté, puis que tout à coup, ça s'est désagrévé, puis que là, Legault est arrivé, cet engagement-là, ben, la CAQ n'a pas repris d'eau. Finalement, il y a Québec solidaire qui continue à prendre le flambeau, puis je pense Option nationale aussi qui avait eu ce discours-là. Là. Bon. Et puis, pourtant, il y a des députés du Parti québécois, dont un qui est maintenant ministre responsable de ce dossier-là, qui est un de mes héritiers, en principe, donc parce qu'il y a le même portefeuille que j'ai eu, Bernard Drinville, qui, lui, avait proposé dans son rapport, parce qu'il y a eu 2 députés qui ont fait des rapports quand je suis embrassé pas mal, puis qu'on voulait faire de la politique autrement. Il y a Bernard Drinville puis Sylvain Pagé qui avaient proposé justement de modifier le mode de scrutin et d'adopter un mode de scrutin proportionnel différent. Mon député, qui ne s'est pas représenté, celui qui m'a remplacé, Pierre Curti aussi avait emboîté ce cheval de bataille-là et plusieurs autres, sauf que c'est drôle depuis personnellement. Bon. Ceci étant, moi je crois que, je reviens au mode de scrutin mixte compensatoire, cette formule-là aurait quoi comme avantage? Aurait l'avantage de faire en sorte que la volonté populaire soit respectée. C'est que si un parti politique a 30% de l'appui populaire, il y aura 30% des sièges au Parlement. Et là, si un parti a 40, il y aurait 40. Et ça veut dire que pour qu'un parti prenne le pouvoir majoritairement, il faudrait qu'il y ait 50 plus 1 d'appui populaire. Autrement, il y a 2 hypothèses. Autrement, il devrait faire une alliance pour faire en sorte qu'on trouve une majorité parlementaire et donc, comme tous les partis auraient été en proportion, pour qu'il y ait une majorité parlementaire, il faudrait qu'il fasse alliance avec un ou des partis qui, ensemble, auraient une majorité parlementaire qui elle-même reposerait sur une majorité populaire. Et donc, on aurait des gouvernements majoritaires de coalition, ce qui est le cas de la plupart des pays où on a des systèmes proportionnels mixtes comme celui-là. Ou même plus comme en Israël. Il n'y a personne au Québec qui propose un mode de scrutin proportionnel pur. Tout le monde propose des modes de scrutin mixtes compensatoires avec un seuil minimum d'appui populaire pour avoir une représentation, c'est-à-dire autour de 5-6%, des fois même plus. Ce qui veut dire que même dans un mode de scrutin de type proportionnel, l'Option nationale n'aurait pas eu de candidats si ça avait été le siège, le niveau aurait été de 5%, par exemple. Avec à peu près 2%, il n'y aurait pas eu de députés. Québec solidaire a eu à peu près ce qu'ils ont eu, avec 6%, mais il y aurait eu à peu près peut-être 6% de 125 députés. On serait obligé de créer une alliance, à moins
que la Constitution interne dise que, parce que tu as deux hypothèses, ou bien finalement par la Constitution, on dit que ça prend une majorité, il faut donc créer des gouvernements majoritaires. Ou bien on consacre l'idée des gouvernements minoritaires. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce qu'on a un peu comme situation, c'est-à-dire qu'on peut gouverner à condition qu'il y ait une majorité. Parce que des gouvernements de coalition, c'est plus stable, évidemment, que des gouvernements minoritaires. Ça dure le temps que la coalition dure. Les gouvernements minoritaires, c'est encore moins instable. Parce que les gouvernements de coalition, ça veut dire que tu as des ministres, puisque les gouvernements sont l'émanation de l'élection législative, les membres du gouvernement sont issus des partis de la coalition. Dans le cas d'un gouvernement minoritaire, c'est pas la même chose. C'est que les membres du gouvernement sont issus du parti qui est minoritaire, mais qui a le plus de voix. Et puis là, il essaie de composer, comme Pauline va devoir le faire, puis comme Charest a dû le faire, avec la conjoncture, puis diviser pour régner, jusqu'à temps que les deux autres trouvent leur intérêt électoral de faire tomber le gouvernement. Mais néanmoins, la réalité, c'est qu'on peut penser qu'à certains égards, ça pourrait être plus efficace d'avoir des gouvernements soit minoritaires, comme ce qu'on a, ou encore mieux, des gouvernements majoritaires, mais qui reposent sur une minorité de l'appui populaire, mais qui, à cause de ça, peuvent mettre en place leur politique. Mais en bout de piste, ça crée une dynamique depuis des décennies, en fait depuis le début de ce système-là, qui est finalement à l'encontre de l'idéal démocratique. L'idéal démocratique, c'est pas rien, parce que une société, c'est un composite d'intérêts individuels et d'intérêts aussi communautaires ou de groupes ou de collectivités qui doivent finalement essayer d'arbitrer leurs intérêts divergents pour essayer de dégager un bien commun qui satisfasse le plus possible la majorité. Et idéalement tout le monde. C'est pour ça que l'idéal démocratique, c'est pas le vote majoritaire, c'est le consensus. Et quand on n'arrive pas au consensus, on passe au vote. Dans la dynamique des gouvernements majoritaires, comme on les a connus, en général, c'est vrai qu'à peu près 80% des projets de loi sont adoptés par consensus à l'Assemblée nationale, par des votes unanimes. Mais le problème, c'est que la plupart des lois importantes, des lois qui marquent et qui créent des changements, mais qui sont aussi, qui heurtent une partie plus ou moins importante de l'opinion publique, sont prises à ce moment-là, non pas par consensus, mais par le vote majoritaire. On a imposé des fusions municipales par le vote majoritaire, alors qu'on n'avait même pas promis de le faire pendant la campagne électorale. Jean Charest a fait un certain nombre de choses pendant ces 9 ans qu'on haïssait, dont il n'avait jamais parlé, et il le fait parce qu'il nous l'imposait par sa majorité parlementaire. Alors, tu sais, la question qu'on doit se poser, c'est quand ça fait notre affaire, on aime bien ça. Quand on vote la loi 101, on fait le zonage agricole, on fait quelques affaires fondamentales, on dit « Waouh, ça c'est bien, on l'a fait à 40% du vote populaire en 76, puis c'est bien. » Mais quand on se fait rentrer dans la gorge de force certaines mesures, là on trouve ça moins bien. Mais ça ne peut pas, la démocratie, juste être construite en fonction de nos intérêts. On peut très bien dire, OK, l'alternance fait que pendant... en général, depuis la Révolution tranquille, tous les 9 ans, maximum, on change d'équipe. Donc, on peut toujours dire qu'il y a une sagesse populaire qui fait que après 9 ans, on change d'équipe, et c'est à l'autre de donner la possibilité d'arriver avec des mesures à la fois contradictoires, d'effacer l'ardoise, de recommencer ou de bonifier. C'est une approche. L'autre, c'est une approche plus démocratique, où on essaie de construire à trop des coalitions, finalement, une majorité populaire, une majorité parlementaire qui repose sur une majorité populaire qui, elle, doit dégager quelque chose dans la société. Pourquoi, par exemple, le Parti québécois a mis de côté le changement au mode de scrutin pour une seule raison, en s'imaginant que c'était comme il a pris le pouvoir 4 fois, avec une minorité de l'appui populaire, mais avec une majorité parlementaire, il contrôlait l'agenda référendaire. Il disait donc, je vais pouvoir déclencher un référendum si je prends le pouvoir avec une majorité parlementaire. La seule chose, c'est que pour le gagner, il faut avoir une majorité populaire.
Et donc, on n'a jamais réussi, avec des majorités parlementaires, à construire la majorité populaire qui était nécessaire. Et maintenant, on a une démonstration éloquente. Et ce qui ne veut pas dire que ces gens-là, et je parle des Écossais, vont être plus courageux que nous, parce qu'eux autres aussi vivent au 21e siècle avec des télévisions couleurs, des chars à porte, des frigidaires bourrés, puis des vacances en Méditerranée. Les autres, c'est pas dans le sud, pas dans les Antilles, il coûte moins cher aller en Méditerranée. Mais les Écossais ont un système électoral mix compensatoire proportionnel avec une variante, c'était celle que je proposais et que bien des gens proposent. C'est-à-dire, ils ont pris le système allemand, puis au lieu de faire 50-50, ils ont dit on va faire 60-40. Donc 60% des députés sont élus au suffrage, comme en fait, pas au suffrage populaire, mais en fonction du système qu'on connaît, puis 40% en fonction de la proportionnalité des appuis populaires donnés à chacun des partis. Le National Scottish Party, qui est le parti indépendantiste écossais, l'équivalent du Parti québécois, avant la dernière élection, avait pris le pouvoir avec une minorité d'appui populaire et a créé une coalition parlementaire qui avait une majorité populaire derrière cette coalition-là. Ils ont gouverné quelques années. Les dernières élections, ils ont pris le pouvoir. Imaginez-vous, là. C'est ça que le PQ aurait dû faire et c'est ça qu'il va falloir qu'il fasse un jour ou l'autre. Ils ont pris le pouvoir. Et ça contredit toute la mentalité que si on ne regarde pas le système actuel, on perdrait le contrôle de l'agenda référendaire. Eux ont pris le pouvoir avec plus que 50% du vote. Dans un mode de scrutin proportionnel, ça veut dire que la majorité des Écossais ont voté pour le parti indépendantiste. Ça veut dire que le tremplin pour faire un référendum gagnant est pas mal plus solide que avoir un tremplin où tu pars à 40 ou 42% ou 44% comme en 94, puis tu essaies d'aller chercher 51, 52, 54% d'appui populaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Parce que les gens peuvent avoir peur, parce que dans le fond, la seule raison pour laquelle on a souvent voté non, pas parce qu'on aimait Rocheuse ou le Canada anglais, c'est parce qu'on avait peur d'assumer le prix de la liberté. Ça, c'est un autre débat. Mais, donc, ça, c'est, à mon avis, les avantages. Et en plus, l'avantage d'un mode de scrutin de type proportionnel, faire en sorte que tous les votes comptent. Et que dans les régions, la diversité populaire s'exprime. Et les gens se sentent représentés. À l'Assemblée, moi j'aime le système américain, c'est-à-dire j'aime le vocabulaire. Les députés ne s'appellent pas des députés, ils s'appellent des représentants. Quand tu es député, qu'est-ce que c'est ta job? C'est d'être le représentant du peuple. Alors, c'est clair. Un représentant, ça représente. Mais si des gens, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde n'a pas voté PQ, je m'excuse. Tout le monde n'a pas voté libéral dans le West Island. Tout le monde n'a pas voté libéral sur l'île Laval. Puis tout le monde dans ma région n'a pas voté PQ non plus. Puis dans certaines régions, la CAQ a gagné. Tout le monde n'a pas voté pour la CAQ. Et même dans les comtés où ça s'est divisé. Un mode de scrutin proportionnel fait que finalement la représentation respecte la volonté populaire. Et fait en sorte que dans les régions, il y a aussi une pluralité de représentativité. Les maires, quand ça a été le temps d'essayer, pour les libéraux, en tout cas pour Benoît Pelletier, d'essayer de vendre la réforme du mode de scrutin, surtout dans les régions, se sont opposés en disant « mais on va perdre notre poids politique ». Comment ça, vous allez perdre votre poids politique? Parce que la dynamique, par exemple, si on prenait on prend la région, je pense que c'est le Saguenay, qui a voté PQ mur à mur. Bon. Mais il veut dire que tu aies 5, combien c'est 5 ou 6? 5. Que tu aies 5 députés péquistes qui travaillent ensemble parce que c'est l'intérêt de la région, ou que tu en aies 3 péquistes, un libéral puis un caquiste dans cette région-là, qui doivent travailler ensemble pour les intérêts de la région. De toute façon, quand c'est les intérêts de la région, il y a toujours les coalitions possibles d'alliances politiques et stratégiques sur le terrain qui se développent. Moi, je l'ai vu quand j'étais député d'opposition, puis on faisait des alliances avec les libéraux sur certains dossiers de la Montérégie, puis j'ai gagné des affaires dans mon comté, même si j'étais dans l'opposition. Bon, tu sais, il y a une façon de travailler. Donc, c'est pas vrai qu'on a besoin nécessairement d'une représentativité unique pour créer une force de représentation de la région. Mais la force de représentation, à bien des égards, est même plus forte quand tous les députés
qui sont de cette région-là viennent d'horizons politiques différents, qui sont obligés de travailler ensemble. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est toute la population qui a voté pour chacun de ces députés-là qui s'allie derrière leurs représentants comme force de frappe pour réclamer ou revendiquer. C'est pas juste l'électorat péquiste ou l'électorat caquiste ou l'électorat libéral, en l'occurrence, qui fait le travail et les autres s'opposent, comme si les citoyens qui ont voté libéral sont nécessairement contre, par exemple, telle proposition ou telle autre qui est défendue par l'autre parti. Alors, c'est ça. L'autre hypothèse dont on parle, quelqu'un m'a remis un texte tantôt, et puis c'est vrai qu'il y a l'élection à la française, c'est-à-dire que non seulement l'élection présidentielle est aux 2 tours, mais les députés français aussi sont élus aux 2 tours. C'est-à-dire que là, tu t'assures que dans chacun des comtés, c'est pas le proportionnel, c'est la majorité populaire. Sauf que il y a un danger dans ce système-là à l'égard de la représentation. C'est-à-dire que quand on a vu ça en France avec la présidentielle, c'est vrai aussi pour des députés, c'est que tu peux te retrouver avec un parti qui prend beaucoup de sièges parce qu'au 2e tour, finalement, ils ont gagné. Mais encore là, ça évacue de l'Assemblée des tendances politiques qui existent par ailleurs dans l'opinion publique. Et la question, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir les débats au sein du Parlement ou d'avoir certaines oppositions à l'extérieur du Parlement? Parlons franchement, est-ce que certaines parties plus extrémistes, c'est préférable de les exclure du Parlement ou de les inclure dans le Parlement puis dans les débats politiques? Si tu as, je sais pas moi, 10%, 15% de partis radicaux, de droite ou de gauche, qui existent dans la société, les ignorer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? À un moment donné, moi, mon hypothèse, c'est que finalement, ils finissent par créer une marmite qui va un jour, à un moment donné, exploser. N'oublions jamais qu'Hitler a pris le pouvoir avec des votes. Hein? Et que parfois, il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est préférable d'avoir des gens qui sont sans voix, qui ont l'impression qu'ils sont nombreux à avoir voté pour tel parti, mais qu'ils n'ont aucune représentation, et leurs tendances politiques, leurs idéologies n'ont pas le droit de citer au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis leur point de vue n'est pas considéré. Il faut le regarder. Bon, il y a cette façon pour éviter un 2e tour avec 2 élections à chaque fois, peut-être un vote préférentiel. Là, dans le fond, tu coches sur ton bulletin ton premier choix, ton 2e choix, ton 3e choix, puis bon, dépendant si un député n'a pas la majorité absolue au premier tour, ben là, c'est le jeu des 2e choix qui joue, puis tu peux te retrouver finalement avec celui qui était 3e comme premier choix, qui se retrouve finalement, après avoir évacué les jeux des préférentiels, se retrouver finalement député. Il était 3e le premier coup. Au 3e tour, on ne fait pas 3 élections, au 3e tour des calculs, ben, il se retrouve député. Ça aussi, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. En tout état de cause, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on veut conserver ce système électoral-là? Moi, je crois qu'on devrait réfléchir sur ce que René Lévesque puis Louis-Joseph Papillon ont dit. Un système démocratiquement infect et une majorité, la légitimité repose sur la majorité populaire, pas sur une majorité uniquement parlementaire. Ceci étant, il y a d'autres éléments sur lesquels on a discuté ou on va discuter. Certaines vont peut-être se réaliser plus rapidement. Bon, les élections à date fixe. Parce que le système électoral, c'est dans la démocratie représentative le pouvoir direct des citoyens. Le système électoral appartient à qui? Aux citoyens. Pas à un chef de parti ou à des chefs de parti qui décident quand la compétition commence. Puis quand l'heure du bilan, puis du nouveau, de la comparution devant l'électorat pour plaider à la fois son bilan ou plaider son programme est venu. Ça veut dire que quand on a des élections à date fixe, c'est la loi, donc au nom des citoyens, ça appartient aux citoyens, on dit la compétition électorale, le rendez-vous électoral se fait à date fixe, et à ce moment-là, il n'y a pas de petits jeux de game politique et de compétition arrangée par celui qui décide quand la compétition commence à son intérêt.
Bien sûr, certains peuvent dire, oui, mais il y en a qui se font jouer leur propre jeu. On a vu ça, bon, Jean Charest s'est fait jouer son propre jeu, pensant que finalement, son analyse de la conjoncture le servirait bien. Ce qu'il n'avait pas pensé, c'était que les étudiants n'étaient pas pour tomber dans le trompe à l'eau, puis finalement, ça a comme enlevé... mais à quelques 5000 votes de différence, il aurait pu se retrouver au pouvoir minoritaire, hein? Dans 4 comtés à peine. Alors, des élections d'actrices, je crois que c'est fondamental. Je l'ai proposé dans la réforme des institutions démocratiques. Et ça a pris bien du temps avant que, finalement, on ramène ça sur la table. Là, il y a 3 partis à l'Assemblée sur 4 qui sont d'accord. En général, les modifications au système politique, au système électoral, sont faites par consensus à l'Assemblée. Mais je crois que dans le contexte actuel, on pourrait se passer du vote des libéraux, puis les 3 autres majoritaires parlementaires, compte tenu de c'est ça notre système, on va au moins faire avec. On pourrait faire en sorte que des élections à date fixe soient une règle. C'est maintenant une règle. Moi, ça m'a déprimé de voir qu'on aurait pu être les premiers, et puis que finalement, on ne va pas les premiers. Le fédéral l'a fait. Imaginez-vous, c'est Harper qui a fait ça. Et puis en Colombie-Britannique, en Ontario, puis dans plusieurs provinces maintenant, on a des élections à date fixe. Il y a le financement des partis politiques et le corollaire aussi, le niveau de dépenses électorales. Là, le financement des partis politiques, semble-t-il qu'on va peut-être pouvoir avoir quelque chose qui va être discuté, la proposition gouvernementale va être discutée, mais on peut espérer qu'on va arriver à quelque chose de plus correct. Ce qui est dommage, 25 ans après la mort de René Lévesque, c'est de se rendre compte que on a tombé dans l'illusion que c'était le système parfait. Je ne sais pas quand est-ce que le dérapage a commencé, mais mon intuition, c'est que ça a commencé plutôt plus tard. Puis le PQ n'a pas été à l'abri. Aucun parti n'a été à l'abri d'un système qui faisait en sorte qu'à des moments donnés, surtout quand on a commencé à faire des campagnes de financement avec des milliers de vies, puis là on faisait des cocktails de financement, et quand on voulait rentrer du cash, bien là finalement c'était le monde qui avait du fric. On demandait à des ingénieurs, on demandait à des avocats, on demandait à certaines personnes qui avaient des réseaux d'organiser des activités de financement. Et puis là, ben, finalement, quand ces gens-là se sont organisés pour nous organiser, puis qui se sont organisés pour avoir du monde dans leur bureau, dans leur famille qui donnait de l'argent, puis on ne savait pas que, en fait, on voulait ignorer, ou on ignorait qu'ils étaient remboursés d'une façon ou d'une autre, ce qui était illégal. Alors c'est comme ça que la loi de René Lévesque, où on pensait qu'on était les meilleurs au monde, on avait trouvé la recette financement populaire, puis il y a juste les citoyens, voteurs, qui ont le droit de financer des partis politiques, puis il y avait une limite maximum qui mettait fin aux fameuses caisses électorales occultes, puis qui faisait en sorte que les contributions en principe de Vic Cotroni et compagnie, et puis les constructeurs de l'époque, et puis les caisses électorales, parce que occultes, qui avaient été dénoncées quand les libéraux de Jean Lesage sont arrivés au pouvoir, c'était la commission Salvas, qui avait montré comment la cote de l'Union nationale sur chaque contrat d'achat de biens services du gouvernement était, je le sais, parce que quand j'étais journaliste d'enquête, on en a ressorti d'autres sur les libéraux, de Robert Bourassa, qui dans les années 70 avait recommencé le même crise de système qui faisait que les contrats de la SAQ, puis les contrats les trucs de l'Auto-Québec, les concessions de l'Auto-Québec, ben, étaient accordées à condition qu'on ait une cote à la caisse électorale. C'est drôle de dire. Maintenant, la cote, ça a l'air que c'était de mettre en vie, puis probablement qu'éventuellement, on va apprendre que d'autres caisses électorales, depuis avant, sont remplies plus vite à cause de ça. Donc, qu'on ait un financement public, peut-être que ça va être ça, finalement, la solution. On devra trouver une solution aussi pour que des partis naissants ne soient pas défavorisés, c'est-à-dire que la démocratie soit respectée. Ce n'est pas juste le résultat électoral qui devrait être l'indicateur. Peut-être que le directeur général du financement des partis, qui est aussi le directeur général des élections, pourrait, à date fixe, à période fixe, dire, ben, moi, je fais un sondage majeur à tous les 6 mois, et s'il y a un nouveau parti qui arrive sur la scène, puis que pendant 1 an ou 2, ou par une période de temps significative, recueille un pourcentage de l'appui populaire, il aura droit à un financement public pour pouvoir lui permettre de démarrer. Bon, ça serait à discuter, mais c'est clair qu'il va falloir trouver un système qui fasse en sorte que ce ne soit pas juste les partis déjà installés, établis, qui, quand on aura une nouvelle loi, puis qu'il y aura une nouvelle compétition,
seront ceux qui sont gagnants dans la nouvelle dynamique parce qu'ils seront déjà là sur place et que des nouveaux partis n'auront pas les moyens même de démarrer vraiment solidement. La dépense électorale, bon, entre 11 millions et le 4 millions, il y a peut-être un moyen de trouver un compromis parce que le Parti québécois qui a besoin d'appui de la CAQ va accepter de mettre de l'eau dans son vin, possiblement. Je pense que 4 millions, c'est pas assez par rapport au coût des dépenses électorales sur lesquelles les partis n'ont pas de contrôle. C'est pas les partis qui décident du prix des lignes téléphoniques. C'est pas les partis qui fixent le prix des publicités. C'est pas les partis politiques qui fixent le prix des avions. C'est pas les partis politiques qui fixent le prix des autobus de campagne. C'est pas les partis politiques qui fixent le prix de la location des immeubles électoraux qui sont choisis. Donc, il y a toutes sortes de considérations qui font que il y a un certain nombre de dépenses sur lesquelles les partis n'ont pas de contrôle, puis ils doivent avoir les moyens de se les payer s'ils veulent faire une campagne partout, pas juste dans quelques coins du Québec. Est-ce que le maximum de 11 millions est trop? Peut-être qu'on devrait, parce que de deux choix, où les partis s'entendent, comme c'est le cas actuellement, pour donner, c'est ça le système, les partis s'entendent actuellement pour établir le montant. Ou bien si on devrait laisser à un tiers arbitre le soin de déterminer le montant. Par exemple, est-ce que ça devrait être le directeur des élections qui détermine le montant maximum de dépenses autorisées? Ou si ce sont les partis ensemble qui, dans la loi, déterminent le montant? Peut-être que ça pourrait être finalement un compromis. Si au lieu de 11 et 4, on peut s'entendre sur 8 ou 9, puis on dit, et de toute façon, le maximum sera déterminé par le directeur général des élections à partir d'une analyse et d'une proposition qui sera soumise un peu comme la carte électorale, où le directeur de la représentation, qui est toujours le même individu, hein, il y a 3 chapeaux, propose une proposition de nouvelle carte, elle est présentée aux députés, débattue à l'Assemblée, il y a des commentaires qui se font, et finalement, le directeur général prend sa décision. La dernière fois, il y a eu du dérapage, ça a failli, par une espèce de jeu où chacun avait ses intérêts, surtout le PQ puis les libéraux, de faire en sorte qu'on revienne sur la loi de la carte de la représentation électorale, puis qu'on s'entende, parce que dans le Bas-Saint-Laurent, on coupait des comtés, là, puis ça ne faisait pas l'affaire de certains. Fait que là, on était prêt à revenir au système qui faisait que c'était les partis, en fonction de leurs intérêts, qui découpent le territoire électoral au Québec, plutôt qu'une proposition qui était faite par le directeur général des élections, qui est aussi le directeur de la représentation électorale, puis qui détermine un peu quelle est la carte électorale. Et c'est clair que la carte électorale est aussi liée au mode de scrutin qu'on choisit. Alors, si on choisit un mode de scrutin différent, la dynamique de la carte électorale pourrait changer. Et peut-être aussi la dynamique aussi des dépenses électorales et du financement des partis. Tout ça pourrait être interrelié. Il y a finalement le nombre de mandats. Ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, on propose que pour les maires et pour le premier ministre, on limite le nombre de mandats. Moi, je crois que pour ceux qui détiennent le pouvoir monarchique dans notre système politique, on devrait limiter le pouvoir du monarque à 2 mandats. Pas compliqué. C'était ça la sagesse des pères de la Constitution américaine. 2 mandats pour le président. À la limite, ça peut être le même parti qui a choisi un autre candidat, mais ça casse la dynamique qui fait que quelqu'un finit par penser que l'État, c'est lui. L'État, c'est moi. Comme disait Louis XIV. Non, l'État, c'est pas toi, c'est nous. Et dans ce sens-là, que ce soit un maire ou un chef de gouvernement, 2 mandats, 8 ans, 9 ans, ou 10 ans maximum, ça dépend quel terme. Actuellement, c'est maximum 10 ans. Ça fait 5 ans par une législature, puis comme je le disais tantôt, sans doute qu'il y a une sagesse populaire qu'on a compris après 16 ans de règne de Duplessis. Depuis la Révolution tranquille, il n'y a pas un parti au pouvoir qui a fait plus que 9 ans. Là, on dit, puis en général, c'est 2 mandats. La dernière fois, le mandat minoritaire de Jean Charest, qui était un accident de parcours, plus le dernier mandat, au total, ça a fait 9 ans. Le PQ, à chaque fois, a fait 2 fois 9 ans, avec à chaque fois 4 ans et demi. Fait que, tu sais, dans le fond, les libéraux, on l'a enduré, Jean Charest, pas plus. Sauf qu'on n'a pas de garantie qu'un jour, il n'y aura pas, on ne sera pas tenté, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'on aime bien le maire Labombe, puis qui est bien bon.
Puis là, les Montréalais sont en train de faire la même bêtise, de dire « Oh, on va être bien servi par Denis Coderre, qui a le même style, là, tu sais. Puis on va avoir un bulldozer qui va prendre... » Puis, tu sais, la bombe, il peut être là pour 15, 20 ans, là. C'est tout ça qu'on peut, on pense-tu que ça serait simple, la démocratie? Je pense que même si la bombe était bien bon, je pense que 2 mandats, c'est au max. Puis je veux pas prendre de chance d'en avoir un qui fasse 16 ans ou 20 ans. Et dans un système comme celui dans lequel on se retrouve, où finalement, tu peux te retrouver avec un parti au pouvoir et un chef de gouvernement au pouvoir qui est élu puis qui représente ou qui a la légitimité en fonction d'une minorité de la plus populaire, c'est long, 16 ans, en maudit, quand finalement le chef du gouvernement t'impose ses volontés depuis 16 ans, alors que c'est une minorité qui a voté pour lui, mais que le système lui donne le pouvoir absolu. Parce qu'on est dans un système où le système parlementaire britannique, on a remplacé le monarque par le premier ministre, qui est de droit divin, qui choisit les ministres et qui n'a pas de compte à rendre à personne. Et qui a en plus le pouvoir de dissoudre le Parlement quand ça fait son affaire. Aux États-Unis, le président ne peut pas dissoudre le Parlement comme il veut. Les élections sont à date fixe, puis le président doit composer la Chambre des représentants puis le Sénat tel que les citoyens l'ont choisi, et vice-versa. Les 2 chambres doivent composer avec le président qui est là. Bon, ils se créent des problèmes mutuellement, on voit ça dans la difficulté d'Obama. L'envers de la médaille, donc à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. J'ajouterais que on pourrait parler du rappel des élus. Il y a des gens qui se disent on doit avoir un système là, qui fait qu'à un moment donné, quand on est allé du maire Tremblay ou du maire de Mascouche, on enclenche un processus qui est un peu finalement un processus de référendaire qui... il y a des avantages et des inconvénients, mais le principal inconvénient, c'est qu'il y a des gains politiques qui peuvent se jouer, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas content après 6 mois, pour une raison ou une autre, une conjoncture difficile, ben là, on mène une cabale contre le maire ou le premier ministre ou le parti qui est au pouvoir, puis on essaie de ou le député, puis on essaie de le remplacer à ce moment-là. Par ailleurs, on est dans une démocratie représentative. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus de démocratie directe? Et c'est ça l'idée des référendums. Moi, je suis un partisan des référendums d'initiative populaire sur certaines questions, pas sur toutes. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec un référendum d'initiative populaire sur certaines questions comme les questions reliées aux droits de la personne, les questions liées au changement constitutionnel, les questions liées à l'avenir national du peuple. Parce que là, actuellement, on a une loi sur les référendums, on l'a juste utilisée 2 fois, et c'est à l'initiative du gouvernement et du Parlement. Donc, le gouvernement choisit la question, mais elle doit être approuvée par le Parlement. Il n'y a pas d'initiative populaire. Pourtant, cette loi-là aurait pu être utilisée, par exemple, dans le conflit étudiant. Elle pourrait être utilisée éventuellement sur trancher ou non si on veut du nucléaire ou pas. Elle pourrait être utilisée sur certaines questions majeures, comme ce type d'instrument-là est utilisé, par exemple, en Californie, dans plusieurs États américains, en Suisse, dans un certain nombre de pays où on permet au peuple d'utiliser son pouvoir, parce que finalement, la démocratie repose sur le peuple. Hein? Le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ça, c'était la définition d'Abraham Lincoln de la démocratie. Je n'ai jamais trouvé de meilleure. Mais par le peuple, c'est par la participation des citoyens. Et ultimement, la participation des citoyens, c'est par le pouvoir de choisir, de décider qui va me représenter, qui va me diriger. Et à la limite, certaines des décisions, je peux me les réserver, moi, peuple, plutôt que de les confier à mes dirigeants ou à mes représentants. C'est ça l'idée du référendum. On considère, par exemple, que l'avenir du Québec, ça appartient pas juste à l'Assemblée nationale, puis aux députés, puis à une majorité parlementaire. Il y a bien des indépendantistes plus pressés ou plus radicaux qui auraient voulu, puis qui rêvent encore qu'on fasse l'indépendance avec 40% d'appui populaire, puis une majorité de députés, puis clac. À mon avis, c'était de la bêtise. Puis on peut bien dire ce qu'on voudrait. Claude Morin, il avait raison de faire en sorte que finalement, que le PQ adopte l'idée qu'on fait un vote par référendum et c'est la majorité du peuple qui décide si oui ou non on fait un pays. Et si on fait un pays, ben, c'est la majorité du peuple qui va assumer ce choix-là. Je ne me fais pas imposer un choix par une majorité si je suis dans la... J'imposerai pas, moi, minorité, le choix à la majorité. À l'inverse, ça doit jouer dans les deux sens. Donc,
je ne m'étendrai pas plus sur ça, je pense que j'ai pas mal parlé. Il y a deux autres choses qu'on pourrait peut-être se poser comme question, puis finalement, on va arrêter là. Je vais arrêter là dans un premier temps, mais je vais vous donner le temps de réagir, parce que là, je vois le président là, qui s'approche de... Je sais ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire... puis moi qui avais dit qu'il vous donnerait du temps à parler, j'espère qu'il vous en reste. Il y a... Est-ce qu'on devrait avoir un vote obligatoire, par exemple, comme en Australie? Ouais. Moi, je pense que oui, même symboliquement. En tout cas, le débat devrait se faire. Juste le fait de faire le débat mériterait susciterait une réflexion. Parce qu'aux dernières élections, on peut se consoler en disant que c'est un accident de parcours. La dernière fois, en 2008, où à peine 56% du vote, des gens ont voté. Puis là, on est remonté à presque 70%, mais le PQ a pris le pouvoir à chaque fois avec des votes populaires d'en haut de 80%. Puis le référendum en 95, c'est 94% des gens qui sont allés voter. Là, on était contents, là, on était fiers, là, on pouvait se dire à la face du monde, regardez, on a presque tous été votés, tous ceux qui pouvaient, et finalement, on a fait ça pacifiquement. Mais à 56% du monde qui vont voter, c'est pas une gloire pour personne. Mais est-ce que ça se ferait dans l'application réelle? Est-ce que ça serait symbolique? En tout cas, en Australie, il y a une amende, puis il y a des gens à chaque élection qui préfèrent payer l'amende plutôt que d'aller voter. Mais, c'est pas un pays totalitaire, l'Australie. Et le droit de vote, c'est obligatoire, c'est de rappeler aux citoyens qui ont des droits et des obligations, et responsabilités. Donc, la responsabilité de choisir. Tu n'as pas juste la responsabilité de chialer, tu as la responsabilité de te commettre et de choisir qui va assumer la responsabilité de la direction politique, donc de l'organisation du bien commun dans la société. Puis l'âge de vote, il y en a qui le proposent à 16 ans, il y a des sociétés qui ont décidé de le faire. Finalement, la consultation des États généraux, c'était qu'on devrait le maintenir à 18 ans. Moi, je regarde comment ils se conduisent sur la route, puis je trouve que finalement, des fois, je me demande si on n'aurait pas dû le garder à 21 ans. Mais on devrait avoir une certaine cohérence. Je trouve que 16 ans, c'est bien jeune pour avoir la maturité pour aller voter. Déjà, à 18 ans, il y en a juste 25-30% qui vont voter. Et je pense pas... Et d'une certaine façon, plus ils sont jeunes, plus ils votent comme des parents. Alors, ça commence à voter différemment ou à avoir une opinion au début de la vingtaine, des fois. Donc, moi, je pense que il faut que le message soit envoyé, que le vote, c'est sérieux, que ça prend une certaine maturité et que tout compte fait, 18 ans, c'est un moindre mal. Et à la limite, dans le fond, l'erreur qu'on a fait, c'est pas de faire en sorte que le vote reste à 16 ans, c'est de donner le permis de conduire à 16 ans. Bon, ça, c'est mon opinion. Je pense que j'ai pas mal couvert tout ce que je voulais dire par rapport à la réforme des institutions démocratiques, mais vous voyez qu'il n'y a que gros morceaux. Et que c'est clair que dans l'horizon politique prévisible, malheureusement, les gros morceaux ne sont pas touchés. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et moi, j'espère, en tout cas, que, par exemple, puis je le dis franchement, voilà, c'est ce que je pense, je crois que le Parti québécois devrait refaire une réflexion sur l'opportunité de changer, de revenir à l'engagement de René Lévesque, qui était le programme du parti depuis presque tout le temps, mais cette fois-là, de ne pas avoir la lâcheté de ne pas le faire, de le faire s'il prenait le pouvoir majoritaire, c'est de changer de mode de scrutin, de s'engager, comme on l'a fait en 2003, mais de le faire cette fois-là, et de créer une nouvelle dynamique, en réfléchissant sur le modèle écossais. Si le Parti indépendantiste n'a plus de pouvoir en Écosse avec un mode de scrutin proportionnel mixte, on peut le faire au Québec. Et tant qu'on ne sera pas appuyé par une majorité populaire sûre, ben nous voulons faire un référendum, on aurait au moins la possibilité de dire, on ne jouera pas sur les mots, puis on n'essaiera pas de faire à croire au monde qu'on va faire une gouvernance souverainiste, qu'on va attendre des conditions gagnantes. Les conditions gagnantes, c'est quand on sera appuyé sur une majorité populaire. On prendra le pouvoir, puis on aura déjà une majorité populaire. Là, les conditions gagnantes seront là. Au départ, le tremplin sera là. On sera au pouvoir parce qu'une majorité des gens, soit parce que directement ils nous auront appuyés, soit parce qu'avec une coalition, on sera en mesure de contrôler l'agenda référendaire, et là, on bougera.
En tout cas, voilà, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Maintenant, j'espère que vous allez avoir du temps pour parler.